au moment où il paraît absolument nécessaire de rassembler les forces progressistes, au moment où nous sommes face à un ennemi qui est fragilisé, qui est vulnérable, et qu'est-ce qu'il lui reste? De nous diviser. Alors, je vous repose la question. Est-ce que les promoteurs de cette thèse complotiste, conspirationniste, à mon endroit, ne sont-ils pas les agents du régime qui cherchent à nous diviser? Une fois que j'ai dit cela, je vais vous dire que mon engagement politique n'a pas commencé en 2018. Mon engagement politique n'a pas commencé en 2018. Je suis rentré au Cameroun en 1978. Il y a donc 43 ans. Et il y a 43 ans, certains des acteurs politiques qu'on voit aujourd'hui sur la scène étaient encore aux études. D'autres n'étaient même pas encore nés. Mais je suis l'une des rares personnalités sur la scène politique camerounaise qui soit restée constante dans ses combats, dans ses engagements. Et cela est attesté par des écrits, par des émissions de télé, malgré le fait que j'ai été à l'intérieur du régime, c'est-à-dire dans le RDPC. Je suis connu à l'intérieur du RDPC comme quelqu'un qui a toujours été critique à l'endroit de ce régime. Les écrits sont là, les émissions sont là. Et je voudrais vous dire que je ne suis pas tombé du ciel. Avant que je ne rentre au Cameroun, au début des années 70, je fais l'objet d'une sélection de 6 Camerounais qu'on a sélectionnés après le bac pour faire des études d'ingénieur au Canada. Ce n'est pas mes parents qui m'ont payé mes études, même s'ils en avaient les moyens. Même s'ils en avaient les moyens, ce n'est pas mes parents. Je ne suis pas tombé du ciel. J'ai des amis. Et par exemple, de ces 6 Camerounais, l'un de mes frères, c'est Siam Siwe. On a été sélectionnés tous les deux à Liberman, après avoir passé le bac. Vous comprenez ce que je veux dire? Maintenant, il est dans les prisons de M. Biya depuis 2006. M. Siam Siwe Alphonse. Pour ceux qui le connaissent, ils savent ce que je voudrais dire. Et donc, notre rêve en tant que scientifique à l'époque était de se dire, nous aussi nous pouvons envoyer les fusées. Nous aussi, quand je vous ai souvent parlé d'Elon Musk, chaque fois que je vois SpaceX partir envoyer, n'est-ce pas, des fusées, n'est-ce pas, chaque fois que je vois comme le rover qui atteint Mars, ça c'était également nos rêves. Donc, quand je rentre au Cameroun, après donc avoir fait mes études d'ingénieur, et ensuite que j'ai complété par des études d'économie, de finance et de management, c'est ce rêve que j'ai. Mais, date pour date, en 1990, il y a 31 ans, Eric Tchindje vous parle souvent d'une émission qui est faite dans la période de la perestroïka, le vent d'Est. Je participe à cette émission avec feu professeur Lep, Amani Biele et Tom Diomaïka. Les 2 intervieweurs, c'est Charles Ndongo et Eric Tchindje. Tout le monde se souvient de cette émission. Comment je suis en train de fustiger le régime. Nous sommes en 1990. Nous sommes en 1990, avril 90, il y a 31 ans. Et au moment où il y a la perestroïka et il y a à ce moment-là les caciques du régime qui disent
non au multipartisme, n'est-ce pas? Je suis parmi ceux qui disent le Cameroun n'est pas isolé dans la scène internationale si le RDPC ne s'ouvre pas. Le RDPC, c'est comme toute organisation. Si vis-à-vis du vent de la perestroïka, de la glasnost, si le RDPC ne sait pas se remettre en question, n'est-ce pas, il sera condamné à périr. Nous sommes les inspirateurs, n'est-ce pas, de cette ouverture que Biya annoncera plus tard. Éric Tchindé, j'en passe, il a une vidéo là-dessus et lui-même en parle. Certains de ceux qui parlent là maintenant, en 90, n'étaient toujours pas nés. Et certains des acteurs politiques que je vois n'étaient toujours pas sur la scène politique. En 1997, je commets un livre au sein du RDPC. Cameroun vers le 3e millénaire. Vous avez lu ce livre qui, en fait, devient un livre iconoclaste à l'intérieur du RDPC. Mais le livre est là, on va le rééditer pour que les jeunes gens aujourd'hui, qui ont toujours été ma préoccupation, comprennent. Parce que dans ce livre, je l'ai écrit aux abords du 3e millénaire, c'est pour ça que je l'intitule Cameroun vers le 3e millénaire, pour donner aux jeunes gens les armes, n'est-ce pas, pour les aguerrir par rapport au combat qui s'annonce dans le 3e millénaire, mais qui sont essentiellement des combats technologiques. C'est-à-dire qu'en 1997, vous voyez déjà que dans ce livre, je parle, n'est-ce pas, des autoroutes de l'information, je parle d'Internet, je parle de ce que, des mutations qu'il va avoir, y compris dans la manière de faire l'information. Et donc, je célèbre là-dedans tout ce qui est information technology pour que les gens comprennent que nous sommes en train d'aller vers une 4e révolution qui est une révolution de l'information, mais qui est plus que la révolution industrielle parce qu'elle est au confluent de beaucoup de sciences à la fois, c'est-à-dire l'informatique, n'est-ce pas, l'intelligence artificielle, la biologie, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'elle va absolument, cette 4e révolution industrielle va absolument affecter nos manières de fonctionner. Et à ce moment, j'utilise une formule, s'engager ou mourir. C'est-à-dire s'engager dans cette révolution ou mourir. Parce que, comme je vous l'ai toujours dit, ma préoccupation a toujours été pourquoi certaines nations se développent et d'autres pas. La quête pour le développement. Et je vous ai dit, en parcourant le monde, lorsque j'ai démissionné de la SNI, je pouvais avoir des réponses à ce questionnement. Mais pendant ce temps, différents écrits, je continue d'écrire. D'ailleurs, je me souviens d'un article en 2004. Le RDPC gagne. On gagne l'élection présidentielle, on gagne les législatives, oui. Et je commets un article dans le Messager, je crois, parce que si ce n'est pas dans le Messager, ça devrait être dans Mutation. L'intitulé de l'article, c'est quoi? Maintenant qu'on a la totalité du pouvoir, qu'allons-nous faire? On est en 2004. On est en 2004. Mais je vais vous dire que quand je pose le questionnement de maintenant qu'on a la totalité du pouvoir, qu'allons-nous faire? C'est-à-dire que nous allons donc gérer le pouvoir, tout le pouvoir. Alors qu'allons-nous faire? Parce que 2 ans avant, nous avons créé avec d'autres, n'est-ce pas, le groupe des modernistes, n'est-ce pas, le groupe des modernistes qui veut créer un courant moderniste au sein du RDPC. Et là, je chemine avec qui? Les gens comme Emmanuel, Mila Souté, Feu, Pius Otou, Dortunkoulou, et ainsi de suite, tout bon. Comprenez? Même Albert Mbida, j'allais oublier, Albert Mbida est dedans. Albert Mbida, oui. Le sénateur Albert Mbida est dedans. Le pharmacien Francis Mben est dedans, qui est installé à Eboloba ou à ça. On est dedans.
Mais on est en train de questionner au sein du parti politique. Et on est même en train de faire la thèse que Biya a été pris en otage. Il faut le sortir de cette prise d'otage. Là, on est en 2004. J'ai dit on est en 2004. On est en 2002-2003. Parce que 2002-2003, ça va aboutir à l'élection de 2004. Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait. À l'élection de 2004, le RDPC gagne tout. Et c'est là où je commets l'article pour dire, parce que dans cet environnement, je commets donc l'article pour demander, maintenant donc qu'on a la totalité du pouvoir, qu'allons-nous faire? Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et je vais maintenant, au palais. Je ne suis pas né au palais, comme j'ai l'habitude de le dire. J'ai démissionné de la SNI dans les années 91. On reparlera de ça. Ouais. Je n'ai pas 40 ans. Donc, j'ai créé un cabinet de consulting international. Je parcours le monde, plus de 25 pays d'Afrique et des Caraïbes, toujours en cherchant à questionner pour le compte des organisations internationales. N'est-ce pas? Et à ce moment, lorsque j'arrive au palais, on est en 2010. En 2013, je fais un autre article, toujours dans la Nouvelle Expression. Un article toujours critique, mais je suis au palais. Mais les gens commencent à se poser des questions. D'accord? Mais finalement, eux, ils auraient dû se poser la question, mais est-ce que c'est une taupe? C'est une taupe de l'opposition qui est entrée au palais. Je me demande même si ils n'en sont pas arrivés à ça, parce que je ne me conformais pas à ce qu'on me disait de faire à l'intérieur du palais. J'écris un article. Paix à son âme, je parle de Blinga et Poutou. On a eu tellement de crises ensemble. Mais, comme il me connaissait bien mon tempérament, ainsi de suite, vous savez, lorsque les gens font une enquête de moralité, il y a un général ici qui à ce moment-là, le général Melingui, il était à ce moment-là directeur adjoint, il était colonel Melingui, directeur adjoint de la sécurité présidentielle. C'est lui qui fait mon enquête de moralité. Et j'ai le privilège, à un moment donné, déjà là-bas, de lire ce qu'il avait dit à mon sujet. Il avait dit liberté de parole. Il avait écrit sur l'enquête de moralité, liberté de parole, je n'oublie pas, n'appartient à aucune chapelle. Liberté de parole n'appartient à aucune chapelle. Et je devais entrer dans le cabinet de Biya. Et c'est lui-même qui devait accepter donc ce monsieur sur lequel on écrit Cet esprit libre. Cet esprit libre. Il a dit ok. Vous comprenez ce que je dis? Et quand je suis arrivé, je n'ai rien à vous apprendre sur ce que je lui disais. Mes bureaux sont au deuxième, le sien au troisième. Si je veux le voir, je prends l'escalier pour le voir. Vous avez vu mes notes. Tout à fait, tout à fait. Mes notes. Mais vraiment sans différence. Mais chaque fois, je dis qu'il y a des problèmes. Et voici comment il faut les résoudre. Il y a tel problème et voici comment il faut les résoudre. Je n'ai rien à vous apprendre là-dedans parce que ces notes sont publiques. Ça ne sert à rien d'avoir fait des notes au président de la République pour que les choses changent. Et quand je vois que ça ne change pas, là, naturellement, mon esprit commence à changer. Dans ce contexte, en 2016, je suis toujours au palais, conseiller du chef de l'État. Jean-Bruno Tagné fait une émission le 13 septembre 2016. Vous pouvez voir cette émission. C'est Canal 2, il me semble. Canal 2. Où il a d'ailleurs des problèmes avec son patron. Il a des problèmes avec son patron parce que je remets en cause et l'endettement et la surfacturation des stades et la manière même dont on a fait la planification, n'est-ce pas, de la CAN 2021 en concentrant, de la CAN 2018 en concentrant tous les stades au même endroit et la surfacturation et tout ça. En tout cas, je passe dessus. Mais le plus marrant avec le patron de Jean-Bruno Tagné, c'est que quand il appelle Jean-Bruno Tagné, le lendemain matin pour lui dire que mais Jean-Bruno, tu m'as foutu dedans, il reçoit en même temps les appels des gens qui lui disent vraiment félicitations,
pour ton émission d'hier, et ainsi de suite. Donc, il ne sait plus quoi dire. À Jean Bruno, je suis très amusé lorsque Jean Bruno me rapporte cela. Je vous dis, je suis toujours au palais. Vous comprenez ce que je veux dire? Je suis toujours au palais. Mais les gens se posent la question, ceux qui voient cette émission à l'extérieur aussi se posent la question, le monsieur là, est-il vraiment au palais? Est-il vraiment au palais? Mais oui, j'y suis. Il me semble que dans tout ce que je vous raconte là comme épisode, c'est eux qui auraient dû se poser la question, mais est-ce que ce monsieur n'est pas une taupe? Vous comprenez ce que je veux dire? Pour le compte de l'opposition. Pour le compte de l'opposition. Le summum, c'est en 2018. Dans la perspective de l'élection présidentielle, je fais une interview à Jeune Afrique où j'annonce que je ne soutiendrai plus M. Biya. Je ne soutiendrai pas M. Biya à la prochaine élection. J'estime que le monde, j'utilise cette expression, le monde va très vite et le Cameroun trop lentement. Et j'annonce que je vais soutenir quelqu'un d'autre que j'annoncerai le 20 septembre. Je crois que mon interview doit avoir lieu, a eu lieu probablement en août 2018. Ouais. D'ailleurs, quand je fais cette interview, la journaliste de Jeune Afrique me posera la question, est-ce que votre acte n'est pas suicidaire? Je lui réponds que M. Biya n'est pas mon oxygène. Vous comprenez ce que je veux dire? Tout à fait. Et il y a des commentaires, naturellement, mon annonce suscite des commentaires dans des télévisions. Et il y a certains, je pense que c'est Mathias Eric Ounangini, qui dit même, connaissant mes acquaintances avec Akere Mouna, qui dit qu'il est sûr que c'est Akere Mouna que je vais soutenir. Il le dit, qu'il est sûr que c'est Akere Mouna que je vais soutenir. Il se trouve que le 20 septembre, j'annonce librement que je vais soutenir Maurice Kamto. Personne, j'annonce, je dis bien librement. De la même manière que au palais, je suis toujours au palais.